bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre rendez-vous culturel Café des Arts, une émission qui vous emmène découvrir la plupart des figures culturelles et artistiques du pays. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, est un auteur, enseignant et auteur de plusieurs articles philosophiques. Un auteur qui, par ses écrits, dresse un bilan assez frappant et saisissant de la société en général et la société algérienne en particulier. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. Mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, l'écrivain, enseignant et chercheur, M. Adnan Hajmouri. Adnan Hajmouri, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui pour partager un café et parler de philosophie. Merci à toi. Alors Adnan, déjà pour commencer, tu es enseignant, chercheur en philosophie, ancien chroniqueur au niveau du quotidien Carrefour d'Algérie. Donc tu t'occupais notamment de la rubrique polémique. Et depuis un certain temps, tu t'es consacré entièrement à la publication d'ouvrages mélangeant fiction et chronique philosophique. Donc on va en parler un peu plus en détail. Donc déjà, c'est quand même un parcours assez atypique. Alors Adnan, pour commencer, on va d'abord se concentrer un peu sur ton parcours journalistique. Aujourd'hui, en tant qu'auteur, quelle est la différence que tu peux dresser entre le travail de chroniqueur et le travail d'auteur et d'essayiste? Merci à toi, mais je dirais que déjà l'échange potentialise les énergies vivifiantes du dire subjectif, ce qui permet de définir le cadre global dans lequel s'inscrivent les vertus socialisatrices du journalisme, pour dire comment peut-on sociologiser les dynamiques qui se rapportent au rapport qui fertilise un peu les rapports sociaux, pour ainsi dire que le journalisme est l'œil ouvert du peuple. Donc ça permet aussi la critique sociale. Oui. Donc de par cette critique sociale, on favorise un esprit critique qui essaie de travailler sur la société, oui. Et pour ainsi dire tout ce qui se relie à la socialité anomique, socialité qui dérange, qui perturbe un peu le lien social, un lien social déliquescent par rapport aux conséquences. Justement, aujourd'hui, en tant qu'essayiste et même chercheur en philosophie, la critique sociale est-elle aujourd'hui un élément important dans une société? Bien sûr, qui se remet en question. C'est un élément important. Mais le problème qui se pose avec acuité, c'est que maintenant on est dans la marchandisation du savoir et même la marchandisation de l'information. Oui. Du coup, il y a une forme de dévitalisation de la pensée et la pensée devient, on est en train de gadgetiser la pensée. Donc même le système de l'information se lézarde au fil des années, malheureusement. Oui. Vous avez parlé de la gadgetisation de la pensée. Que voulez-vous dire exactement par ça? La gadgetisation de la pensée, c'est que on valorise pas le principe d'individuation. On est beaucoup plus dans une sorte de fanatisme du marché qui est en train de démonter le lien social. Oui, et on le remarque aussi même en Occident, oui, notamment sûr. Avec les médias de masse qui aujourd'hui, il y a la manipulation de l'information déjà. Manipulation, communication qui devient manipulation oui. Par la suite. Et pour dire que, pour reprendre un peu les termes de Gramsci, c'est qu'on est en train de marchandiser l'information. Et la marchandisation de l'information aboutit à une forme d'aliénation. Oui. Et de corruption aussi de l'information. De corruption, je dirais beaucoup plus, pour reprendre un peu le vocable sociologique, on est dans un processus de réification. Oui. Alors Adnan, vous parliez juste à l'instant de votre métier de chroniqueur. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est par rapport au métier d'essayiste et d'écrivain, j'imagine que la chronique se différencie de par son écriture. Elle est beaucoup plus frontale, beaucoup plus dans l'attaque, puisqu'elle va dire droit au but par rapport à l'essai qui prend beaucoup plus son temps pour développer ses propos. Elle peut être à l'emporte-pièce, bien sûr, parce que quand on choisit, par exemple, si je choisis une chronique pour décrypter un peu l'imaginaire de matérialisme technologique oui. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur la question, mais essayer de problématiser la question pour dire quels sont les méfaits aussi de ce matérialisme technologique. On ne reste pas dans
dans une logique de consensus, mais on essaie de travailler sur la logique dissensuelle pour dire que le journalisme ou même la chronique, elle s'inscrit dans une dynamique conflictuelle, voire dissensuelle, qui permet de penser l'impensé de cette chose. Et c'est un peu ça qui vous a motivé justement à vous lancer dans l'écriture pour étaler un peu et peaufiner un peu vos propos par rapport à la chronique. Parce qu'à un moment donné, l'idée de passer à l'écriture devenait une évidence pour vous? Je ne pourrais pas parler d'évidence, mais je pourrais parler aussi de conscientisation, des éléments de conscientisation qui permettent à l'individu de se libérer du joug de la tyrannie et comment affronter l'abîme. Oui, très bien, très bien. Et c'est comme ça qu'on a vu la naissance de votre tout premier ouvrage, Toile d'araignée atavique. Et essayer de dialectiser l'aliénation sociale avec l'aliénation signifiante, qui signifie que quand on écrit, on ne doit pas forclore la dimension de l'inconscient. Oui. Donc justement, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quelle a été votre motivation pour l'écriture de ce livre? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour, Alors, au départ, déjà, pour le titre, déjà, même lors de la chronique, parce que à un moment donné, j'avais écrit j'avais rédigé une chronique en l'intitulant Peut-on se libérer du penchant atavique? Et il y avait des copains qui ironisaient sur le titre déjà pourquoi l'utilisation de l'atavisme, l'atavisme séculier. Et moi j'avais travaillé sur le concept même de l'atavisme séculier qui n'était pas un mot pédant, bien au contraire, c'est qu'il fallait de l'exercice pour mettre en valeur et décrypter un imaginaire le rang dans notre société. Oui. Et à partir de là, je commençais à travailler sur une dynamique de subjectivation dans la société. Et ça m'a permis aussi de travailler l'arsenal théorique. Et je me disais, il serait intéressant de rajouter des éléments, de mettre en valeur un récit fictionnel. Donc le récit fictionnel m'a permis aussi de décrypter cet imaginaire. Justement, vous me tendez une perche parce que justement j'ai envie de parler du récit fictionnel, étant donné parce qu'on rappelle à nos chers téléspectateurs que vos ouvrages ne sont pas uniquement des essais, c'est des fictions. Donc c'est des fictions accompagnées de chroniques, de chroniques philosophiques. Mettre en valeur le récit fictionnel pour dire, déjà pour redéfinir le cadre global dans lequel s'inscrit l'écriture, l'art de l'écriture, parce que j'associe l'écriture à un imaginaire de l'écriture. Et je me disais, même dans le récit fictionnel, on ne doit pas se braquer dans des modèles, on ne doit pas s'identifier, il faut se départir de l'identification groupale. Et du coup, je me disais, il serait intéressant de redéfinir le cadre global dans lequel s'inscrit la démarche de l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est l'art de bien dire ce qui m'échappe. Et de cet échappement, j'ai essayé de travailler sur le récit fictionnel, non pas pour l'assimiler à une démarche occidentale, ni occidentale ni orientale. Et en promouvant le concept de l'ethnologue Claude Lévi-Strauss qui parlait il faudrait se libérer de l'occidentalisation pour pouvoir écrire et dépasser le clivage Occident-Orient. L'occidentalisation. C'est de ne plus être dépendant des recettes qu'on reçoit de l'étranger. Ou bien des modèles. En toute liberté, en toute indépendance. Mais faire travailler cette liberté, cette causalité, la liberté ne va pas faire bon ménage avec la rationalité dite psychique. On a parlé de votre tout premier ouvrage, qui est plus ou moins une initiation à votre pensée et à vos thèmes de prédilection, notamment la condition de la femme. Et de là, vous allez consacrer tout un ouvrage à cela, à savoir Rime ou l'élève de la transgression. C'est beaucoup plus par rapport au couple aussi. Hein. Oui. Et donc justement, comment présenteriez-vous cet ouvrage? Est-ce que c'est une continuité de Toile d'araignée atavique ou est-ce que c'est un ouvrage totalement indépendant et avec une maturation de votre pensée? Il y a une continuité et pour te dire comment ça s'est passé, là j'étais avec une amie, on était en train de discuter. Et j'ai dit, imagine si je suis en train de réfléchir et j'ai une histoire en tête pour faire parler la transgression, mais je me libère. La transgression a une tonalité de causalité psychique et non pas de modèle.
Et je commençais à raconter une histoire du coup pour essayer de sortir des arcanes de la désubjectivation. Parce que pour moi, aborder la question du couple, c'est mettre en valeur, nourrir la subjectivité, nourrir l'expression de l'individualité. Oui. Et elle m'avait vraiment encouragé. Elle m'a dit, bah écoute, vas-y, fonce. Oui. Et je commençais à écrire, en même temps discuter avec elle. Elle trouvait l'histoire assez intéressante, captivante. Et du coup, elle m'a dit, c'est une transgression, mais une transgression hors pair. Oui. Une transgression qui Qui ne ressemble à aucune autre. déboulonne Oui. l'ascétisme misogyne et en même temps qui ne rentre pas dans qui ne s'inscrit pas dans les modèles. Donc c'est à partir de la rationalité psychique, à partir de l'inconscient, à partir du refoulement, à partir des lapsus, à partir de beaucoup de choses que j'ai essayé d'étayer cette histoire, de mettre en valeur cette histoire. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que justement, elle ne verse pas dans ce que je qualifierais de occidentalisation. C'est pas juste la transgression vue par l'Occident. Justement, C'est une transgression. C'est bon, déjà, on le précise à nos chers téléspectateurs, c'est que vos travaux s'inscrivent purement dans leur algérianité. oui, voilà. Mais ce que vous ne versez pas dans l'occidentalisation, c'est pas la transgression vue par l'Occident. C'est que justement, Je vous réfute essayez de catégoriquement cet décortiquer. aspect, oui, Oui. parce que la liberté n'est pas occidentale, le concept même. Et justement, je reviens sur la redéfinition du concept. Le concept, il nous aide à mieux réfléchir, à mettre en valeur la maturation de la pensée. Oui. Donc du coup, je ne suis pas dans le mimétisme démocratique. J'essaie de me libérer de ce mimétisme démocratique ravageur, Oui. et d'où la différenciation entre individualisation et individuation. Absolument. C'est là d'ailleurs j'aimerais reprendre les mots du poète Hazim Hikmet qui dit justement être libre comme un arbre et Et fraternellement. comme une forêt. Et je le cite, ouais, je le Oui. cite, ouais. Et justement, Ouais, vous je le le citez cite, ouais, je le cite, oui, Nazim dans l'ouvrage. Hikmet, ouais, ouais. Oui, oui. Donc Et- c'est un peu la poésie brûle, pour reprendre un titre d'un essai du psychanalyste Gérard Pommier, pour dire que elle est dans l'art de la transgression et elle féconde un agir émancipationnel. Là-dessus, Adel, j'aimerais beaucoup parler de votre processus créatif. Étant donné que c'est un exercice assez délicat de mélanger fiction et chronique, Ah oui. comment vous faites pour avoir... parce que quand on lit, justement, c'est très fluide, on ne ressent pas justement cette rupture du passage de la fiction vers la chronique. Comment vous faites pour équilibrer un peu votre récit et faire en sorte que ça puisse coller? Parce qu'à un moment donné, la fiction s'arrête, on bascule vers une chronique, mais on ne s'en rend pas compte. Donc justement, comment vous faites? Parlez-moi un C'est peu de l'effet de votre la exercice. cogitation, donc j'ai essayé de travailler ça, hein. Donc il y a eu de la maturation aussi, hein. Donc et c'est aussi peut-être que grâce à la chronique. Donc à un moment donné, j'ai essayé de travailler et de dialectiser les deux penchants. Oui. Je commence déjà, je réfléchis, je cogite, je suis avec des amis et je prends des notes. Parfois il y a des histoires. Et j'essaie d'alimenter par un exercice de réflexion, par la réflexion, j'essaie de mettre en valeur une analyse réflexive sur le sujet. Vous vous inspirez un peu de faits réels ou c'est purement Ah fictif? oui, 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 il y a beaucoup de Parce que quand même, il y a des anecdotes qui sont assez... Oui, oui, oui. Si on parle du cas de Rim, Oui, il y a oui. beaucoup d'anecdotes qui sont assez impressionnantes et assez surréalistes. Donc on vous dit, comment il a pu avoir cette idée? C'est sûrement il a dû l'entendre quelque part ou quelqu'un d'autre qui l'a écrit. J'essaie de discuter sans tabou Oui. avec des gens et écouter aussi le dire subjectif parce que pour moi, écrire, c'est être dans un processus d'hétéronomie aussi. Ouais. Qu'est-ce que la subjectivité pour vous, Adnan? Alors, il y a plusieurs définitions de la subjectivité, mais je ne vais pas aller dans le sens clinique parce que c'est un peu ambigu. Moi, je dirais que déjà, l'affirmation du jeu comme parcelle d'autonomie et d'originalité. Oui. Et ce qui peut faire valoir aussi ce manque à être qu'on est en train de déglinguer dans la société de conduite de consommation. Justement, la société du spectacle, là-dessus vous me tendez une page parce que vous abordez un élément qui va être un peu dans le centre Ouais. de votre prochain ouvrage, qui va suivre celui-là en tout cas, à savoir Conversation avec Freud. Un ouvrage assez fascinant, rencontre avec Freud, c'est que justement vous fantasmez un peu une rencontre avec le psychanalyse autrichien.
psychanalyste autrichien, pardon, et vous essayez un peu d'aborder des thématiques d'actualité et imaginer ce qui, lui, aurait pu... Oui, mais après, comment bon, il il aurait pu... faudrait aussi se questionner sur qu'est-ce qu'on entend, ce qu'on entend par fantasme. Non, c'était pas beaucoup plus un fantasme, c'était tiré par comment ça s'est passé. Ah, c'était tiré d'une véritable... Oui, oui, oui. D'accord. Il y avait le colloque des sciences sociales. Et j'avais toujours cette idée de travailler sur le concept freudien. Ce n'est pas pour verser dans le certain fétichisme, non, bien au contraire. C'est d'abord essayer d'avoir une démarche clinique. Parce que survolant un cursus en psychologie, on psychologise un peu la pensée freudienne. Intégrer une initiation en psychanalyse, ça change la donne. On aura une autre vision. Donc du coup, il y avait le colloque des sciences sociales et il y avait eu une projection du sociologue Pierre Bourdieu. La sociologie est un sport de combat. Ça m'a intéressé. J'étais présent. Donc il y avait il y avait le court-métrage où le sociologue exposait ses idées. Et à un moment donné, Pierre Bourdieu, il avait abordé la question de Freud. En sortant, je me disais pourquoi ne pas travailler sur Freud et Bourdieu. Oui, et c'est un parallèle entre les deux. Oui. Je me suis posé une question assez intéressante qui mérite un long développement. Est-ce que l'habitus bourdieuien fait bon ménage avec l'inconscient freudien? Oui. Mais ça mérite un long développement. Vous vous montrez très virulent vis-à-vis de la vulgarisation. J'imagine que vous avez créé un débat assez houleux là-dessus, là où beaucoup d'auteurs favorisent la vulgarisation. Donc vous, pourquoi vous êtes contre? Qu'est-ce qui vous déplaît là? Nous sommes nés pour agir. Pour moi, il ne faut pas donner la béquille aux gens. Parce que tout être humain peut réfléchir, il peut avoir un choix, il est guidé par un choix rationnel. Oui. Donc, il y a tout un travail à faire. Si on veut travailler, on travaille. Si on ne veut pas travailler, on ne veut pas étudier, on n'étudie pas. Oui, mais si on prend l'exemple de certaines personnes qui voudraient peut-être... Mais on dévalorise la pensée. C'est une forme de dévalorisation et de dévitalisation de la pensée. Parce que, supposons, moi je donne un cours en philosophie. Oui. Si je commence à vulgariser certaines notions, donc je vais m'inscrire dans une adaptation passive qui habitue l'œil à la paresse. Et je ne vais pas faire mon cours, je vais dévitaliser la pensée. Et parfois, il y a des concepts qui sont pas faciles d'accès, qui sont assez difficiles. Il y a un cheminement intellectuel pour intégrer et pour analyser. Il ne faut pas... C'est pas une question de facilitation, c'est pas une question de facilitation, c'est juste une question de comment peut-on lire sérieusement certains concepts. Comment peut-on faire des lectures sérieuses et ne pas choisir la facilité. Pour moi, la facilité, pourquoi choisir la facilité? La pensée, c'est de cogiter, de travailler sérieusement certaines choses. Donc, maintenant, étant donné que vous êtes aussi enseignant en philosophie, donc comment vous faites face justement par rapport à vos élèves s'ils ne comprennent pas certaines notions philosophiques? Justement, cet acheminement, comment se fait? J'explique, je leur explique. Et je trouve des moyens pour vraiment aérer même le texte, le cours. Par exemple, dernièrement, je travaillais sur la conscience. Quels sont les différents types de conscience? La conscience réfléchie, la conscience spontanée immédiate et la conscience de soi. Donc, par exemple, la conscience immédiate, tu l'expliques directement. Je suis en vacances avec des amis, je me retrouve à la plage, j'écoute un bruit. Et je peux parler de ce bruit immédiat. La conscience réfléchie, c'est l'invention de soi. Le soi émane aussi de la personne, l'individu, persona, etc. Et donc il y a beaucoup d'exemples à donner. Oui. Et laisser les élèves aussi s'exprimer et donner leur avis sur les... Ça prend du temps, mais moi par exemple quand je discute avec des élèves, ils ne sont pas réfractaires à l'idée aussi de penser la chose. Donc voilà, je ne trouve pas de difficulté avec des élèves.
Forcément, il y a des défis, il y a une certaine complexité, il faut la décortiquer, mais il n'y a pas le champ répulsif à l'égard des sciences sociales et en l'occurrence à l'égard de la philosophie et à la psychanalyse, il n'existe pas chez les lycéens. Et beaucoup plus sur les gens qui se disent des gens sachants. Donc aujourd'hui, Adnan, aujourd'hui où on vit dans une société marquée par la surconsommation et l'information tout de suite, et l'information rapide. L'infobésité médiatique. Exactement. C'est très très bien formulé. Oui, Donc est-ce que vous ne faites pas reprendre aussi un psychanalyste qui a fait un travail assez laborieux sur cette question aussi, hein, sur l'infobésité médiatique qui dégrade le climat social. Hein. Oui. Et donc là-dessus, vous en tant qu'enseignant, est-ce que vous ne faites pas face à une certaine forme de rejet quand vous voulez justement inciter vos étudiants à faire un effort intellectuel pour essayer d'acquérir justement certains concepts philosophiques et pas justement d'aller vers la facilité? Bien sûr. Oui. C'est difficile, c'est vraiment compliqué parce que là où aujourd'hui tout le monde est sur son portable, etc. C'est ce que je disais. L'ère Wikipédia, on va dire. Wikipédia généralisée, hein, donc c'est la montée de l'insignifiance qui, moi je dirais, la montée de l'insignifiance sera couplée à la montée de la bétifiance. Alors Adnan, maintenant j'aimerais qu'on échange avec vous sur la thématique que va aborder un prochain ouvrage qui paraîtra bientôt, un ouvrage de vous, sur les méfaits de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On est quand même dans une société qui est quand même aujourd'hui est beaucoup plus axée sur la facilité et aujourd'hui l'intelligence artificielle permet de proposer des dissertations. Donc est-ce qu'aujourd'hui cet outil technologique pourrait constituer une certaine forme de menace pour l'intellect? Alors, cette question mérite un long développement et ça a commencé déjà dans les années 50. Il y avait Hannah Arendt, il y avait des philosophes qui ont vraiment décrypté le technofascisme régnant dans la société actuelle. On peut citer Hannah Arendt sur la condition de l'homme moderne. On peut aussi citer Heidegger sur l'arraisonnement de la nature et la technique. Et aussi le sociologue, philosophe Edgar Morin quand il parlait de technique comme étant une langue des hommes qui regroupe un effet de progression et de régression. On va juste aller dire c'est la technologie actuelle, c'est le Frankenstein technologique. Donc on ne peut pas récuser les prouesses technologiques, mais on essaie de décrypter aussi par la suite l'idéologie qui pervertit l'humanité. Oui. Donc on est en train d'idéologiser la technologie et donc du coup aseptiser la réalité sociale. Oui. Par exemple, pourquoi on utilise l'intelligence? L'intelligence a une dimension humaine. On dit intelligence artificielle, il y a l'artifice qui vient. Tout à fait. Il se succède. Donc l'intelligence artificielle ne lit pas entre les lignes. On peut accepter, bien sûr, les prouesses technologiques, on ne va pas les récuser, mais on ne va pas idéologiser la notion du progrès. Très bien. Maintenant, Adnan, j'aimerais justement, étant donné qu'on parle d'écriture et de dissertation, j'aimerais bien connaître votre rapport à l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture finalement? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce que c'est une satisfaction de l'ego, par exemple? Ben non. Ou est-ce que c'est un besoin vital? Parce qu'on assiste aujourd'hui, il y a plein d'auteurs. La pipolisation de l'écriture. Oui, la pipolisation de l'écriture et la starisation. Oui, c'est une satisfaction d'un ego personnel. Oui, mais aujourd'hui, que doit être l'écriture aujourd'hui? Oui, je reviens à ce que disait le philosophe Edgar Morin sur la starisation du monde. Oui. Et donc la starisation, c'est être dans cette société empreinte de superficialité et de manipulation. Et il y a beaucoup d'écrits justement. L'imaginaire de l'écriture ne doit dépasser le souffle très prophétique de la résignation et de la société du spectacle. Il y a un travail assez intéressant pour dire comment en arrive
analysant la société, dites cette modernité, comment elle est appréhendée. C'est une modernité liquide qui favorise la solidification, qui favorise une dévitalisation de la pensée, qui favorise la psychotisation des rapports sociaux. Donc, revenir à l'acte de l'écriture doit dépasser aussi la sécurité narcissique. Quand on écrit, il y a un imaginaire de l'écriture. Déjà, quand on parle de l'imaginaire de l'écriture, c'est essayer d'appréhender un imaginaire moteur réel, de réelle sublimation, de mettre en valeur la sublimation dans l'acte de l'écriture, et aussi comment décrypter l'imaginaire leurrant qui favorise le tabou, qui favorise une crise multidimensionnelle. Oui. Or que dans l'acte de l'écriture, on va essayer de décrypter ce qui nous échappe. C'est pour cette raison que je reviens à l'idée pour dire que l'écriture ne se limite pas à un processus cathartique seulement. L'écriture, c'est l'art de bien dire ce qui m'échappe, et de cet échappement, je ne vais pas l'exclure, je vais le travailler et le mettre en considération la question de l'inconscient qui reste assez importante dans la rationalité du psychique. Et la question qui me vient à l'esprit actuellement, c'est pour qui écrit-on? Est-ce qu'on écrit pour soi-même? Est-ce qu'on écrit pour autrui, selon vous? Déjà, vivre dans la société, c'est appréhender les rapports sociaux. Écrire, c'est le cri en baldien, je est un autre. Donc, mais à partir de là, je n'écris pas pour satisfaire autrui, pour ne pas être en adéquation avec autrui. Je n'écris pas pour faire plaisir à autrui. Et c'est là où l'enseignement de Barthes est intéressant. Est-ce que l'acte d'écriture se confine dans le verbe transitif ou intransitif? J'écris aussi pour me bousculer, pour bousculer l'imaginaire social, oui, et confronter mes idées avec autrui. Confronter mes idées avec autrui, c'est les mettre, c'est les discuter, et ce n'est pas être dans l'objet fétiche de la pensée. Parce que maintenant, on s'inscrit dans une forme de fétichisation irrationnelle de la pensée. J'écris pour faire plaisir. Ah, j'adhère. T'as pas besoin d'adhérer, tu as besoin de discuter. Et je conflictualise mon rapport à l'écriture. Oui, même si ça pourrait choquer ou provoquer des controverses. Mais ça crée le débat. Oui, oui, ça crée le débat et ça suscite un esprit critique. L'esprit critique, la critique. Ouais, ce n'est pas être pour, ce n'est pas pour être dans le consensus. Bouillonnement, on va dire. Oui, c'est moi je me dis l'écriture s'inscrit dans une démarche dissensuelle et non pas consensuelle. Et je n'ai pas besoin d'avoir des adeptes. Je ne suis pas le gourou pour avoir des adeptes. Je peux discuter avec 2-3 personnes et c'est tout. Je ne suis pas en train d'avoir une secte, d'être dans une secte et avoir des... Parce que sinon, je verse dans la starisation qui consiste à dire que j'ai des personnes... Parce que même notre rapport à l'écriture, à la lecture, il se galvaude. Et il est vraiment galvaudé. Par exemple, des fans. On ne peut pas avoir de fans. Justement, oui. Ouais, le mot fan, pour moi, c'est quelque chose de dégradant. Oui. On pense à partir de quelque chose. On discute. On met à cet agir au service de l'écriture. Mais avant tout, le but n'est pas de plaire. Oui. Mais de provoquer un débat. De provoquer, faut parler. C'est pas juste parler, c'est une vertu créatrice. Oui. Déjà, apprendre à parler, apprendre à s'exprimer, apprendre à s'écouter, apprendre à dialoguer, apprendre à comprendre le non-sens aussi. C'est très belle conclusion, Adnan Hajmouri. Merci beaucoup pour ce très bel échange. Assez poussé, assez poussé en pensée. En tout cas, merci beaucoup Adnan d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé un café avec nous et d'avoir accepté qu'on puisse parler un peu de votre parcours, de vos thématiques, de prédilection. C'est juste de mettre en exergue ce qu'un disait en avant le colonialisme. Donc, merci beaucoup et merci aussi à les spectateurs pour ce numéro poussé en réflexion. Donc
on se retrouve dans un tout nouveau numéro avec un nouvel invité. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et quant à moi,